Ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans que je travaille dans l'automobile. C'est simple, c'est mon premier et c'est mon seul employeur. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise, parce que l'automobile, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Passion qui prend de la place. Je me souviens d'ailleurs, quand j'avais 7 ans, que j'allais à l'école avec mes copains de classe, notre exercice préféré, c'était de repérer sur le chemin de l'école les plus belles voitures. Et une fois qu'on les avait repérées, c'était de se coller à la vitre et de regarder le compteur de vitesse. Alors celles qu'on préférait, évidemment, c'était les plus belles et qui allaient le plus vite possible. Et sur cette échelle-là, la voiture qui m'a le plus marqué, et beaucoup d'entre vous ici le savent, c'est la Citroën SM. Une voiture avec un style extraordinaire, forcément, et en plus un concentré de technologie, à la fois la suspension de l'ADS, le confort, et la performance avec un moteur V6 Maserati. Bref, la GT la plus confortable de l'époque. Et c'était une voiture française, un fleuron de l'industrie française, au même titre que d'autres, le paquebot France, le Concorde ou le TGV. Et si j'ai choisi de vous parler de cette voiture ce soir, c'est pas juste que je l'aime, mais c'est aussi et surtout parce que c'est un exemple de rebond particulièrement intéressant. C'est même un double rebond. Un bond en avant et un faux rebond. Un bond en avant parce que pour la marque, le cahier des charges, c'était de succéder à une voiture tout aussi extraordinaire, l'ADS. 15 ans après, il fallait faire encore mieux. Puis un faux rebond parce que après un succès qui a bien pris, après des succès même aux États-Unis, et vous savez que les succès des voitures françaises aux États-Unis sont plutôt rares, eh bien, il a fallu arrêter sa production. 4 ans après, 15 000 voitures produites seulement. Faux rebond. Et pourquoi ? Eh bien, parce que dans l'intervalle, la première crise pétrolière était passée par là. Le coût du baril de pétrole avait flambé, les taxes sur les grosses cylindrées avaient augmenté, la voiture était sortie du marché. Alors ce que ça m'inspire, c'est que aujourd'hui, la question des taxes, la question de la rareté des matières premières se pose de manière encore plus critique. Et la question, c'est même plus dure encore que celle de la rareté du pétrole, c'est celle de l'avenir de la planète. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'automobile, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a encore une place sur cette planète ? On ne nous parle que de voitures électriques, partagées et autonomes. En même temps, nos voitures sont fabriquées dans des usines. Et l'image de l'usine, c'est encore celle des temps modernes. Sale, dangereuse, et c'est la lutte des classes. Donc est-ce qu'une industrie automobile peut avoir encore de l'avenir sur notre planète aujourd'hui ? Est-ce que l'industrie automobile ne va pas être la prochaine sur la liste de toutes celles qui ont déjà disparu ? Les mines, la sidérurgie, le textile, l'électronique, l'informatique. Est-ce que l'avenir de l'automobile, ce n'est pas tout simplement dans un musée ? Pourtant, l'automobile, la bagnole, comme on dit, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer James Bond sans sa DB5 ? Est-ce que le mythe de James Dean aurait été le même sans sa Porsche ? Et puis l'automobile, c'est aussi un objet d'art. Pensez au concours d'élégance. C'est une source d'inspiration pour les artistes. Il y a des tas de chanteurs qui ont choisi l'automobile. Alors, j'en ai un particulièrement en tête, Freddie Mercury, qui chantait « I am in love with my car ». Moi, je connais personne d'autre, pas d'autre chanteur, qui ait chanté à ce point son amour pour un produit industriel.
Et puis, l'automobile, c'est quand même 1 milliard aujourd'hui d'objets sur la planète. Ce qui prouve bien que c'est quelque chose d'utile. Ce qui prouve bien que ça rend un service extraordinaire, qui est celui de la liberté de mouvement. Et d'ailleurs, j'ai envie qu'on se pose une question ce soir. Comment est-ce que vous êtes venus au zoo d'Amnéville ce soir? À pied? En bicyclette? Non. En flyerboard? Non. En transport en commun? C'est compliqué de venir en transport en commun ici. Hein. Non. La plupart d'entre vous, vous êtes venus tout seuls, dans une voiture thermique, possiblement avec un moteur diesel, et c'était probablement un SUV. Alors, il y a les usines. Les usines. C'est quand même quelque chose aussi, les usines. D'abord, c'est des milliers d'emplois, c'est important. Et ensuite, c'est une vie en communauté. C'est des projets partagés. C'est de l'envie d'aller de l'avant. Et c'est de la technologie. C'est des perspectives. Et on voudrait voir ces usines disparaître. Alors justement, ça aussi, c'est une histoire de rebond. Et si je crois au rebond de l'industrie automobile, c'est parce que l'histoire automobile, c'est une histoire de rebond. L'histoire du groupe, elle est faite de rebonds. Je ne vais pas reprendre les plus de 100 ans de l'histoire du groupe, mais juste 4 repères, 4 jalons. Le premier, 1892, les frères Peugeot, qui faisaient des petites pièces de métal, des scies, des crinolines, des corsets, ont décidé de rebondir et de faire des automobiles. 1934, la traction avant. Une révolution, cette voiture. C'était la première fois qu'au lieu d'être poussé par le moteur, on était tiré par le moteur. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il n'y avait plus de mécanique dans l'habitacle, que donc la voiture pouvait être plus basse, plus aérodynamique, qu'il y avait plus de place dans l'habitacle, et ça a été un succès extraordinaire. C'était la voiture de tous, des personnalités les plus nobles aux plus petits malfrats. Et en même temps, c'est un vrai rebond intéressant, parce que André Citroën l'a lancé pour sauver son entreprise. Elle était sur le point de faire faillite. Et figurez-vous qu'en dépit du succès, elle a quand même fait faillite. Et c'est Michelin qui l'a racheté. Et lui n'a pas vu son succès, puisqu'il est malheureusement décédé quelque temps plus tard. Troisième jalon, un autre modèle mythique, cette voiture, une bouille sympathique, légère, performante, bien équipée, un bon prix, et qui, elle aussi, a permis à l'entreprise de rebondir et d'éviter tout simplement la faillite. Dernier jalon, on était en 82, maintenant je vous emmène en 2012-2013. Là, cette fois, de nouveau, l'entreprise, le groupe, a failli disparaître. Et ce qui l'a sauvé, puisque je suis encore là aujourd'hui, ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir décidé de rebondir, d'avoir décidé de diminuer sa taille, d'avoir décidé de réduire sa gamme, d'avoir décidé d'ouvrir son tour de table à des partenaires, l'État et son partenaire chinois. La famille, c'était une entreprise familiale. Et c'est ce rebond qui a permis au groupe de continuer. Alors dans cette grande histoire de l'automobile, il y a aussi la petite histoire des 2 usines que j'ai l'honneur de diriger, Trémery et Metz. Des usines qui sont nées respectivement il y a 40 ans et il y a 50 ans de la reconversion du territoire. C'était après les mines, c'était après la sidérurgie. Trémery a démarré en fabriquant des moteurs essence. Et avec la fameuse crise pétrolière, il a fallu changer, passer au diesel. Et Trémery est devenue la plus grosse usine de fabrication de diesel au monde. Et maintenant, c'est évidemment la page de l'électrique. Et ces 2 usines sont en train de passer à l'électrique. La première fabrique déjà les premiers moteurs électriques, et la deuxième va préparer une boîte de vitesse électrique pour le futur. Et pendant toute cette période de temps,
C'était la transformation continue, l'adaptation continue, le rebond continu pour rendre ces deux usines plus automatisées, plus robotisées, plus performantes. Et aujourd'hui, elles accueillent des briques technologiques de l'usine du futur. Alors la question qui se pose, maintenant qu'on sait qu'on peut rebondir dans l'industrie, c'est celle du futur. Rebondir, ok, mais rebondir où? Vers quoi? Et ça, c'est une question terriblement ouverte. Personne n'a la réponse. Il y a juste quand même quelques repères. Le premier repère, pour moi, et j'y crois profondément, c'est effectivement la liberté de mouvement. Je ne pense pas qu'on puisse retirer la liberté de mouvement aux hommes. Je pense que c'est un acquis tellement important que cela se ferait avec de terribles ruptures. Et moi, je ne m'imagine pas partir en vacances là où pourrait m'emmener ma bicyclette, c'est-à-dire peut-être à 100, 200 km maximum. Non. Et je m'imagine encore moins dans un monde virtuel où il suffirait de chausser des lunettes de réalité virtuelle pour parcourir le monde, des univers inconnus, rencontrer des tas de gens et en même temps vivre dans un KGB, comme vous pouvez le voir dans cette image de Ready Player One, le dernier film de Steven Spielberg. Alors à partir de là, il reste l'automobile, mais quel type d'automobile? Bon, une Tesla, 100 000 €, 450 km d'autonomie, il faut quelques heures aussi pour la recharger. Où sont les bornes de recharge? Et si j'en trouve une, est-ce qu'elle va être disponible? Puis cette voiture électrique, il y a des aimants. Les aimants, c'est fait avec du cobalt, extrait en République démocratique du Congo, raffiné en Chine, où sont fabriquées aussi les batteries, dont l'électricité provient du charbon, de l'autre côté de la frontière, du nucléaire, en France. Et puis les batteries, à un moment donné, il faut les recycler. Vous voyez que la question de l'empreinte CO2 de tout ça, elle est encore posée. Alors vous allez me dire, alors c'est perdu. Eh bien, je ne pense pas. Je pense que de toute façon, on passera par l'électrique. Je vais, vous allez, nous allons tous, à un moment donné, rouler en voiture électrifiée ou électrique. Il n'y a pas le choix. Et pourquoi il n'y a pas le choix? Parce que la réglementation européenne, aujourd'hui, elle nous dit moins de CO2, et c'est certainement très bien. Mais en même temps, l'opinion publique nous dit pas de diesel. Le diesel, c'est mal. Pourtant, c'est très bien en CO2. Mais l'opinion publique a tué le diesel. Alors, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que l'électrique. Donc, il va falloir y passer. Mais en même temps, l'électrique, c'est aussi très bien. Et pourquoi? Parce que c'est silencieux. Imaginez les villes silencieuses. Ça ne pollue évidemment pas là où ça roule. On va respirer. Ça ne sent rien. Et puis, c'est en même temps aussi du plaisir de conduite, parce que l'électricité, ça permet aux voitures d'accélérer très fort. Et puis toutes les questions qu'on a posées sur le cobalt, les batteries, etc., aujourd'hui, elles sont sur la table, et les entreprises, les laboratoires, les universités, ils travaillent pour trouver des solutions. Remplacer le cobalt par le nickel. Mettre au point l'hydrogène pour pouvoir l'utiliser comme réservoir d'énergie, ce qui réglerait le problème de la recharge aussi, et alimenter des piles à combustible qui elles-mêmes se chargeraient de remonter les batteries. Donc c'est possible, et ça va venir. Et comme en plus la voiture de demain, elle sera non seulement électrique, mais elle sera aussi autonome, eh bien on pourra en profiter à bord pour vraiment profiter du voyage, rencontrer du monde, puisque ce sera une voiture partagée, ou même regarder sa dernière série télévisée, puisqu'elle avancera toute seule. Et cerise sur le gâteau, si on a envie de reprendre la main, eh ben on pourra la conduire et retrouver ce plaisir unique de se transporter là où on a envie de se transporter. Et c'est typiquement le cas de cette e-Legend. Alors voilà, l'industrie a su rebondir. L'industrie
est prête à rebondir vers quelque chose, elle ne sait pas encore exactement quoi, mais elle a envie de le faire. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est qu'on a une chance extraordinaire de pouvoir écrire la nouvelle page de l'automobile, la nouvelle histoire de l'automobile. Et je pense que ça n'est qu'une question d'état d'esprit. Le rebond, finalement, c'est un état d'esprit. C'est une question de bonne volonté. Et je crois justement que c'est cet état d'esprit qu'il y a quelques années, lorsque justement je revenais de l'école, ce fameux chemin qui m'amenait de l'école primaire à la maison et réciproquement, c'était un soir de juin, c'était la fin de l'école, le CM2, voilà. Et je pensais à quelque chose que mes parents m'avaient dit. Ils m'avaient dit, fiston, c'est sérieux maintenant, tu rentres au collège. Il va falloir arrêter de jouer aux petites voitures. Et je peux vous dire que ça m'a traumatisé. Et c'est là que j'ai décidé de rebondir. Ok, j'arrêterai de jouer aux petites voitures, mais au moins, j'en fabriquerai plus tard.